Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Merci de cet entretien dans vos locaux, dans le ministère, dans ces heures tellement décisives, dans ce gouvernement dont vous êtes une pièce maîtresse. L'événement d'abord, évidemment, c'est la suspension de la réforme des retraites par le Premier ministre. Est-ce que vous êtes acquis au principe ? Le Premier ministre a tendu la main. Il ne va pas suspendre lui-même la réforme des retraites. Il va proposer au Parlement de pouvoir travailler autour d'une réforme peut-être plus juste, en faisant des économies, parce que ça coûte 3 milliards que de la suspendre, jusqu'à la prochaine élection présidentielle. C'est-à-dire, soit les Français, à l'élection présidentielle, élisent un ou une candidate qui va changer totalement la réforme des retraites, et il aura le libre choix démocratique que de le faire. Soit ce ne sera pas le cas, et après l'élection présidentielle, la réforme dite Borne reprendra son cours. Donc ça coûte 3 milliards, c'est beaucoup d'argent, c'est un effort très important d'humilité et de main tendue que fait Sébastien Lecornu. Moi je le soutiens pleinement dans cette main tendue, mais il faut trouver 3 milliards d'économies ailleurs. Gérald Darmanin, on peut habiller comme on veut, ça sonne comme une reculade. Vous-même, vous aviez dit 2023, oui, sans aller jusqu'à ce que disait Madame Borne, qui était beaucoup plus affirmative, vous aviez dit c'est courageux, difficile, nécessaire. Oui, pourquoi bien, ça ne l'est plus? Et c'est en avant, ou si vous le souhaitez le dire comme ça, un compromis difficile à faire pour nous, en effet, mais nous n'avons plus la majorité à l'Assemblée nationale. La vérité, c'est que les Français ont voté pour une grande partie, une majorité d'élus à l'Assemblée nationale qui veulent abroger, qui veulent détruire la réforme des retraites. Moi, j'ai fait campagne aux élections législatives sur la réforme des retraites et j'étais élu malgré tout. Mais beaucoup m'ont été battus. Et on ne peut pas faire de la politique sans le peuple et sans les représentants du peuple. Il s'agit cependant pas de faire n'importe quoi. Et donc le Premier ministre a dit une chose très simple. On va suspendre la réforme des retraites jusqu'à la prochaine élection présidentielle, mais ça coûte 3 milliards. On va donc ensemble trouver 3 milliards. Vous avez entendu le tollé. Alors ça vient de tous les côtés. Bruno Retailleau qui dit gouvernement otage de la gauche. Madame Le Pen qui dit, c'est assez cruel comme formule, le PS s'est vendu, LR s'est donné. Et vous ? Non, mais on va laisser la politique politicienne de côté, on va regarder l'intérêt de l'État. Énorme enjeu. L'intérêt de l'État, l'intérêt des Français, l'intérêt de la France, depuis la constitution du général de Gaulle, c'est que nous ayons le moins de chaos possible et les institutions les plus stables possibles. Les Français, ils en ont marre, pour ne pas dire un mot plus vulgaire. Les chefs d'entreprise ne savent pas s'ils doivent investir dans notre pays. Ceux qui veulent venir dans notre pays investir également, les étrangers qui jusqu'à présent étaient très importants suite à l'action que nous menions depuis plusieurs années avec le président de la République, ne choisissent plus notre pays par incertitude. Nous empruntons à des taux très importants notre dette, qui est malheureusement trop importante elle aussi. Mais pardon, les Français, est-ce que vous croyez vraiment qu'un État qui se déjuge, c'est exceptionnel en Europe, hein, un État qui monte l'âge de la retraite et qui se déjuge, fût-ce provisoirement, est-ce que vous croyez vraiment que le fait qu'on parle de la 7e puissance économique du monde, se déjuge sur un sujet aussi important, ou en tout cas sur soi, est-ce que ça va ajouter au crédit de la France ? Je pense que le crédit de la France qui est totalement entamé, c'est lorsque les gouvernements tombent au bout de 12 heures. Ça s'appelle la 3e ou la 4e République. 14h26 précisément. Oui, mais vous voyez, ça c'est un scandale. Et qu'un gouvernement ne puisse pas durer plus d'un mois ou 2 mois. Comment voulez-vous qu'un ministre qui arrive dans son ministère, c'est dur de diriger une administration, c'est très dur de diriger une administration, puisse avoir l'autorité nécessaire si on sait qu'au bout de 12 heures, de 2 jours ou de 2 semaines, il va s'en aller. L'État, l'intérêt supérieur de l'État, c'est que nous ayons de la stabilité institutionnelle. Est-ce que ça doit passer par un sacrifice, par une reculade, comme vous le dites, sur la réforme des retraites ? La réponse est oui. Est-ce que... Vous assumez ce mot de reculade, Moi, je préfère, vous le reprenez, mais... Je préfère le mot de compromis, mais il est évident que la majorité actuelle, ou la majorité relative actuelle, qui n'a pas gagné les élections législatives, et qui aujourd'hui doit convaincre l'Assemblée nationale de lui faire confiance pour avoir un budget pour notre pays, pour payer les fonctionnaires, pour payer les retraites, pour embaucher des magistrats, pour faire fonctionner les tribunaux, pour accueillir les enfants qui sont abandonnés, des choses aussi concrètes que ça, si on n'a pas de budget, c'est le shutdown américain, eh bien oui, ce sera plus grave que de faire un effort de 3 milliards. Gérald Darmanin, vous êtes un homme de droite. En effet. La droite, historiquement, c'est la rigueur budgétaire. Ça a été une de ses marques de fabrique. Le fait que la France ne tienne pas une promesse qui était aussi une promesse historique d'Emmanuel Macron, il a été très applaudi par ça. Les marchés du monde entier avaient dit « Ah tiens, la France fait des efforts, elle est courageuse, etc. » Le fait de reculer là-dessus, ça vous coûte ? Franchement, en termes personnels. Évidemment que bien sûr que ça me coûte. Ce qui me coûterait encore plus, c'est que mon pays sombre dans l'instabilité politique, institutionnelle, économique. Lorsque le gouvernement Lecornu a démissionné, à la suite des événements politiciens tout à fait méprisables, nous avons pris 5 points de base sur les marchés. C'est-à-dire que nous avons eu une augmentation de taux d'intérêt qui a dépassé celle d'Italie. La démission, il faut bien se le dire aussi, la démission du gouvernement Lecornu a coûté
plus cher à la France que l'annonce aujourd'hui de la suspension de la réforme des retraites. Vous avez vu que les marchés financiers, aujourd'hui, n'ont pas sanctionné la France parce que... Non, mais ils ne l'ont pas fait aujourd'hui. Agence de notation, qu'est-ce qu'ils vont penser de ça ? Attendez, mais c'est très important. Non, mais que les Français comprennent. Quand nous avons deux situations difficiles, il faut prendre la moins difficile, ou la moins terrible pour la France. C'est ça l'intérêt de l'État. Mettre de côté ses ambitions politiques partisanes et regarder l'intérêt de l'État. L'intérêt de l'État, c'est que la France puisse avoir un gouvernement stable et avoir, nous l'espérons, un budget. Ce n'est pas gagné d'ailleurs. Bon. Pour cela, il faut faire un compromis avec le Parti socialiste. C'est comme ça. L'Assemblée a été voulue par les Français. Que voulait le Parti socialiste ? La suspension jusqu'à la présidentielle des retraites. Le gouvernement l'a accordé au Parti socialiste. Maintenant, il faut que nous parlions sérieusement du budget, parce que dans ce budget, il y a beaucoup de choses difficiles. 40 milliards d'économies, la non-indexation des retraites. On va parler du budget, mais un petit mot sur ce que vous venez de dire. Quand vous dites compromis avec le Parti socialiste, j'ai l'impression que vous assumez, et c'est tout à votre honneur, moi vous parlez franchement, certains se cachent derrière leurs petits doigts, que c'était au fond l'interlocuteur principal et il fallait s'entendre avec lui ce soir. Bien évidemment, puisque les LR ne vont pas censurer le gouvernement. Il y a même des LR. Il restait de l'autre côté. Attendez, les LR sont au gouvernement. Oui. Bon, il y a même plus de ministres LR. C'est pas très clair. Ils sont dedans et dehors, ils veulent les exclure sans les exclure. Il y a plus de ministres de droite dans ce gouvernement que dans le gouvernement précédent de M. Bayrou. C'est un fait. M. Wauquiez a dit lui-même qu'il n'allait pas censurer le gouvernement. Dont acte. Ce sont des gens de responsabilité et je les salue. Le Parti socialiste souhaitait se séparer des insoumis. C'est une très bonne chose. La République ne peut être contente que, me semble-t-il, les socialistes aient compris. Vous êtes en train de les détacher des insoumis par ce qui est en train de se passer là ? Je pense que c'est important pour la France et pour les Français et pour la République que les socialistes ne soient pas du côté de M. Mélenchon. Je pense que tout le monde aura compris ce message et c'est une très bonne chose. Je sens que ça vous fait plaisir, ça. Non, là, on est dans plaisir politiquement. Non, je pense que les insoumis, ça peut être un discours très difficile à entendre et que les socialistes ne sont pas comme ça. Ce sont des hommes de gauche ou des femmes de gauche responsables. Ils le sont aujourd'hui manifestement parce qu'ils choisissent la responsabilité de ne pas censurer le gouvernement. Ça avait un prix qui était la pause jusqu'à la présidentielle de la réforme des retraites. Que dit Sébastien Lecornu ? Il dit on verra ça, la prochaine élection présidentielle, c'est dans 1 an et demi. Et est-ce que c'est presque une coalition sans le dire ? En réalité, est-ce qu'il y a une forme d'accord avec les socialistes ce soir ? On va attendre quand même le vote. Oui. Le non-vote de la motion de censure. Ils peuvent être divisés. Mais on peut penser qu'en effet, cette discussion a permis de trouver un compromis pour le bien de la stabilité de notre pays. Est-ce que ce compromis me satisfait totalement ? La réponse est non. Parce que notre problème en France essentiel, c'est que nous faisons trop de dépenses sociales. Parce qu'il faut bien comprendre que 50% de nos dépenses sont des dépenses sociales. Nous avons augmenté les dépenses sociales en France, alors qu'on a diminué les dépenses, par exemple, d'éducation et de recherche. Monsieur le ministre, votre but, qu'on comprenne bien, votre but, c'est, on comprend, vous dites, au fond, la non-suspension, le désordre, la chute du gouvernement coûterait plus cher et aurait des conséquences bien pires que la suspension de la réforme. C'est ça, hein ? Maintenant, est-ce que votre but, c'est quand même que cette réforme ait lieu le plus tôt possible, c'est-à-dire en 2027 ? Je pense qu'on peut corriger des effets de la réforme précédente. Vous êtes prudent, là ? Non, je pense que... parce que savoir, les retraites, c'est affreusement compliqué. C'est des centaines de milliards d'euros et ce sont autant de cas différents qu'il y a de Français. Donc il ne faut pas être pédant et dire on peut faire ça rapidement, c'est pas vrai. Je pense qu'on peut corriger des effets de la réforme que j'ai moi-même essayé de corriger jadis dans la discussion dans le gouvernement. Gérald Darmanin, pardon, ça ressemble un peu à un reniement, c'est-à-dire, Madame Borne l'a obtenu dans le sang. Elle regardait les oppositions en disant vous êtes des populistes, vous êtes des démagogues, etc. Et maintenant, on retourne sa veste et en plus on dit pour 2027, on verra, on va discuter, etc. Je n'entends pas du tout ma veste, je vous explique ce que je pense. Je pense qu'on ne peut pas avoir la même retraite pour les cadres que pour les ouvriers. L'un des défauts de la réforme que nous avons portée collectivement, mais quand on est dans une équipe, on la porte, c'est que nous avons mis la même âge pour les ouvriers et pour les cadres. Je pense que les cadres peuvent travailler tardivement, voire plus tardivement. Édouard Philippe dit 67 ans. En tout cas, il y a des gens qui peuvent travailler beaucoup plus tard que 64 ans. Attendez, tout est remis sur le métier. En réalité, quand on vous entend, on comprend que tout est remis sur le métier. C'est ce qu'a dit le Premier ministre. Il a dit on va en rediscuter à l'Assemblée nationale. De tout. Voilà. De tout. Écoutez, il a proposé la suspension de la réforme jusqu'à la présidentielle. On a donc 1 an pour en rediscuter. Ça coûte, encore une fois, 3 milliards d'euros. Plus peut-être toutes les conséquences sur les marchés, etc. Le budget général, à tout confondu, c'est plus de 1000 milliards d'euros. Bon. De quoi parle-t-on ? Il faut donc trouver 3 milliards ailleurs. Il ne faut pas que les socialistes aujourd'hui nous disent ça c'est bon et on rase gratis. Ce n'est pas ce qu'a dit le Premier ministre. Donc il y a un discours de responsabilité. Mais sur la réforme des retraites, distinguons enfin les métiers vraiment pénibles
Moi, j'avais un oncle qui était chauffeur poids lourd chez Cossoilon. Il conduisait à 4h du matin des camions. Il a un métier plus pénible qu'un cadre au ministère de la Justice. Mais ça, ça faisait partie déjà de la réforme, théoriquement. Ce n'est pas. Par exemple, la réforme non, regardez, la réforme de la pénibilité n'a pas été acceptée, notamment par une partie des syndicats, et notamment le syndicat patronal, et je le regrette. Parce que de là où je suis personnellement élu à Tourcoing, il y a beaucoup de gens cassés par d'une vie de travail. Et nous n'avons pas assez écouté. Tout ça est bien sûr à entendre, mais est-ce que, en termes d'héritage d'Emmanuel Macron, c'était une promesse importante des 2 quinquennats d'Emmanuel Macron? Il était invité de TF1 et d'LCI il y a encore quelques mois. Il disait vraiment cette réforme, elle est cruciale, elle est essentielle pour nous. Est-ce qu'on est en train de déchirer une part si importante de l'héritage du président? Je pense que le fait que l'Assemblée nationale ne donne pas de majorité au camp du président de la République nous oblige en effet à faire des compromis qui peuvent être des compromissions si nous ne mettons pas le holà au débat parlementaire. Qu'a dit le Premier ministre? Si jamais l'équilibre des retraites que nous avons assuré courageusement n'était pas garanti, il partirait de Matignon. C'est ce qu'il a dit très clairement à l'Assemblée nationale. Donc, pour répondre à votre question, si nous ne trouvons pas les moyens d'économiser les 3 milliards d'euros que nous coûte la suspension jusqu'à la présidentielle, en effet, il faudra quitter le gouvernement. Votre réponse très directe à Bruno Retailleau, c'est pas n'importe quel commentateur, c'est quand même le patron à droite. La retraite, il dit c'est la gauche qui dirige ce gouvernement. C'est un peu dommage parce que moi j'ai beaucoup d'estime et d'amitié pour Bruno Retailleau qui encore quelques jours était ministre d'État dans le même gouvernement que moi. Il avait des propos beaucoup moins durs quand il était en responsabilité ministérielle. Je pense que l'heure n'est pas aux politiciennes des chefs de parti, l'heure est aux hommes et aux femmes d'État qui essayent de gouverner dans des conditions très difficiles et très impopulaires le pays. On verra bien ce que feront les députés, les républicains du parti de Bruno Retailleau. Je prends le pari qu'ils ne censureront pas le gouvernement. Pourquoi ? Parce qu'ils sont responsables. Et qu'une partie d'ailleurs de ces députés n'avait d'ailleurs pas voté la réforme Borne. Si nous sommes tous à fait honnêtes, les seuls qui ont voté intégralement une réforme courageuse des retraites, c'est les députés du camp du président de la République. À l'époque, le groupe LR s'était divisé en 2. Et je le regrette. Donc vous voyez, je pense qu'il faut qu'on arrête les polémiques politiciennes. Moi, je suis là pour servir l'État. Je pense que tout le monde devrait servir l'État dans ces moments difficiles. De quel œil vous regardez? C'est quand même votre ancienne famille. Vous les voyez là. Alors, ils excluent sans exclure. Je crois que dans le cas de Mme Dati, ils veulent l'exclure peut-être, mais ils lui maintiennent quand même l'investiture. On voit à quel point leurs mains tremblent. Moi, je pense que les partis politiques, quels qu'ils soient, pas que les LR, sont très malades. Et du coup, je pense que les femmes et les hommes politiques sont eux-mêmes très déconsidérés. Et je prends ma part, je n'ai pas une leçon particulière à donner. Donc je pense qu'il faut se détacher de ces jeux partisans. Le général de Gaulle disait les délices du système, où les gens ne regardent que la prochaine élection, que la prochaine combinaison, que qui sera mon copain secrétaire d'État dans mon gouvernement. Ça, je pense que les Français, ils en ont ras la casquette. Ils veulent des gens qui s'intéressent à l'intérêt général. Donc, Vous-même, vous prenez vos distances. C'est l'actualité du jour, de ce matin, n'est-ce pas? Vous êtes en retrait, c'est ça la formule, du parti Renaissance de votre parti. Ouais, je n'adhère plus aujourd'hui à un parti politique. Pourquoi? Parce que je crois qu'on a failli, ces partis politiques, encore une fois je prends ma part de responsabilité, ont failli à montrer qu'ils avaient comme conscience l'intérêt général et pas des petits intérêts partisans. Renaissance a failli? Je pense que collectivement, nous sommes en faillite. Sinon les Français ne seraient pas dans cet état d'énervement, et peut-être même de rejet. Je le vois dans les yeux des habitants du Nord que je rencontre, moi j'y habite. Je ne suis pas dans un monde parallèle. Le petit monde parisien politique se parle qu'à lui-même. Et les Français ont tiré le rideau sur la vie politique française. Est-ce que ça veut dire que le retrait, c'est un mot gentil pour dire je quitte? Oui, mais je l'ai dit que je quittais Vous quittez Renaissance? Que j'ai fait un retrait définitif de mes fonctions et de mon adhésion à Renaissance. Donc, Gabriel Attal n'est plus votre président? Par nature, puisque je ne suis plus membre du parti politique. Après, moi, j'ai de l'estime pour toutes les personnalités. Gabriel Attal, Bruno Retailleau sont des très estimables. Mais simplement, pourquoi, en termes de sens, on comprend quand on quitte un parti, attendez, je crois qu'ils se perdent un peu. C'est un sens. Je crois qu'ils se perdent un peu. Je pense que les femmes et les hommes politiques aujourd'hui, et je ne veux pas jouer ou je ne veux plus jouer à ce jeu, parce que j'ai conscience... Pardon, vous parlez de politique en général, bien sûr, mais on parle de votre parti, Renaissance. Vous quittez un parti, ça a un sens. Pourquoi? Sa ligne ne vous convient plus? D'abord, je n'ai pas apprécié, ou j'apprécie pas, que quand on est le parti du président de la République, on critique directement, publiquement le président de la République. Moi, j'ai déjà eu des désaccords avec le président de la République. Je ne suis pas toujours d'accord avec Emmanuel Macron. Et parfois, j'ai pu le partager, y compris avec le président de la République. Ça vous a heurté, quand Gabriel Attal, c'était sur le plateau TF1, dit « Je ne comprends plus le président de la République ».
Je trouve que c'est une formule un peu difficile à entendre, sachant que Gabriel Attal a été nommé ministre, Premier ministre, chef du parti, il a été élu, mais le président de la République l'a soutenu, du parti du président de la République. Je pense que ça ne grandit pas. Bon. Mais moi, encore une fois... Sabrina Agresti-Roubache, votre ancienne consoeur du gouvernement, collègue, sur notre plateau, disait « il doit tout ». Gabriel Attal doit tout à Emmanuel Macron, vous le pensez? Gabriel Attal a énormément de talent politique. Je ne peux pas penser que quelqu'un doit tout à quelqu'un. Mais il est vrai que cette phrase m'a choqué. Et je crois que nous devrions tous comprendre qu'il faut arrêter les jeux partisans qui fatiguent les Français. On a l'impression qu'on est le décor. Les Français sont notre décor. Voilà, qu'on fait une pièce de théâtre et que nous, on serait des acteurs et qu'il y aurait un décor qui serait les Français. C'est trop important ce qu'ils vivent, l'angoisse du chômage, l'angoisse d'une usine qui ferme, les difficultés de fin de mois, les problèmes de sécurité. Donc moi, le choix que j'ai fait, mais c'est une leçon pour personne, c'est mon choix personnel. Vous m'interrogez, j'y réponds. C'est que je me consacre complètement, à fond, à l'État. J'ai un mandat local, je l'assume. Et je ne ferme, et vous le quittez. Et je ne serai plus maire de Tourcoing. Alors je ne suis plus depuis un certain temps. J'ai juste dit que je n'étais pas tête de liste aux élections municipales. Il y a une femme formidable qui s'appelle Doriane Bécu qui m'a avantageusement remplacé. Je serais très goujat de lui dire à 4 mois des élections municipales, au moment où c'est difficile dans le jeu national, coucou, laisse-moi ta place, je reviens. Voilà. Je ne suis pas un goujat. Et c'est une femme formidable. C'est la première maire femme de Tourcoing. Je suis très heureux qu'elle soit, je l'espère, réélue. Gérald Darmanin, mais pour terminer, la justice, ce que je fais, c'est que je ferme la porte des activités partisanes et du délice du système pour me concentrer sur l'intérêt général. Attendez, on va parler quand même un petit peu de parti, mais plus tard. Un mot d'abord sur la formation de ce gouvernement, parce que ça va influer sur les motions de censure là, dans les heures qui viennent. Objection des détracteurs de ce gouvernement. Beaucoup demandaient, d'ailleurs M. Attal lui-même l'avait dit, que le président de la République prenne un peu de champ, qu'il laisse un peu de pouvoir. Or, quand on regarde la liste, surtout des grands ministères, Monsieur Lecornu, fidèle du président, Madame Vautrin, armée, fidèle, Monsieur Barrot, affaires étrangères, fidèle, Monsieur Lescure, économie, grand fidèle. Donc Matignon, les armées, la diplomatie, l'économie, beaucoup regardent cette liste en se disant, attendez, en réalité, c'est un gouvernement très à la main du président. Mais ce n'est pas une insulte que d'être fidèle. Ah, c'est le droit le plus strict. C'est même une vertu. Nous sommes dans un ministère de vertu. La justice, c'est à la fois une institution et une vertu. On ne va pas récompenser la déloyauté non plus. Bon, il faut bien qu'il y ait un intérêt, me semble-t-il, à respecter les institutions de la Ve République. Mais que dire à ceux qui disent que c'est une provocation? C'est-à-dire, il y avait une pression, juste ou injuste, chacun jugera, une pression sur le président de la République pour qu'il ouvre un petit peu, qu'il y ait des voix un peu différentes dans ce gouvernement. Et au contraire... C'est peut-être une suprême habileté. Au contraire, les principaux ministères, ce sont des gens très fidèles. D'abord, ce n'est pas vrai. Monsieur Farandou n'est pas un fidèle du président de la République, il est le ministre du Travail, avec un très, très grand protocolaire. Madame Barbu, que je crois que les gens ont découvert, et ils ont raison de la découvrir, c'est une femme formidable qui s'occupe de l'écologie. L'écologie, c'est pas le ministère le plus régalien qui soit. Vous avez tort, je crois. Monsieur Papin, qui est un chef d'entreprise qui s'investit. Et puis par ailleurs, je vais vous dire quelque chose qui me touche profondément dans ce que vous dites. Il y a des femmes et des hommes de bonne volonté qui viennent dans un gouvernement, objectivement, qui a peu de chances de survie, qui est assez impopulaire et qui, dans un an et demi, est sûr de se terminer puisqu'il y a une élection présidentielle où le président ne peut pas se représenter. Vous donnez un an et demi quand même, je vois, j'entends. Non, mais au maximum. Il n'y a pas de calcul. Le calcul aurait été de partir et de monter sa petite boutique. Voilà. Ce sont des femmes et des hommes qui ont quitté parfois des situations très stables pour servir leur pays. Moi, je leur tire mon chapeau et je dis par ailleurs qu'il y a des gens qui continuent à aider le président de la République et j'en ai la fierté. Mais je vais vous dire un point. Parmi le gouvernement Lecornu, ce qui m'a beaucoup choqué, c'est le sort réservé à Bruno Le Maire. C'est extrêmement injuste ce qui est arrivé à Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, c'est un homme de grande qualité. Il a des défauts comme chacun et chacune. Il n'est pas le responsable des 1000 milliards de dettes. Vous lisez dans mes pensées. La question suivante, vous voyez, c'est comme dans les interviews de Raphaël Mizrahi, la question suivante, c'était Le Maire. Mais Bruno Le Maire a quitté une situation où il gagnait bien sa vie, où il avait enfin la tranquillité de voir sa famille, pour reprendre sur un poste qui est à la discrétion totale du président de la République. Depuis le général de Gaulle, on sait que c'est le domaine réservé du chef de l'État des armées. C'était son choix, c'était le choix d'Emmanuel Macron. Exactement, c'est son choix et le président de la République a le droit de choisir le ministre des Armées qu'il souhaite, bien évidemment. Eh bien, Bruno Le Maire, qui n'est pas un affreux gauchiste, voilà, a été très injustement attaqué et très personnellement attaqué. Et par qui? Par M. Retailleau?
En général, voilà, en général. Et en particulier? En général, et je trouve qu'avoir fait démissionner le gouvernement de la République, avoir fait perdre de l'argent à la France, avoir déstabilisé notre pays parce qu'on n'était pas d'accord pour savoir qui était le ministre des Armées, objectivement, on perd la tête. Michel Debré doit se retourner dans sa tombe. Parce que, et je le dis dans le ministère qu'il a occupé, le président de la République a un domaine réservé, surtout en ce moment où nous sommes quasiment en guerre, de choisir son ministre des Armées. C'est très injuste. Vous auriez souhaité que M. Bruno Le Maire reste? J'étais pas le président de la République. En tout cas, moi, je veux apporter mon soutien personnel et amical à Bruno. Ça me frappe, hein. De vous-même, vous tenez à souligner cet aspect-là. Parce que j'aime pas, alors peut-être parce que je suis ici, mais j'aime pas l'injustice. Et je trouve que la façon dont on s'est comporté tous politiquement ces derniers jours, même si j'essaie de me mettre à l'abri de ces querelles pour ne pas avoir parlé pendant un mois, n'est pas digne de la 7e puissance mondiale. S'il n'est pas lui responsable, et on comprend bien que ce n'est pas une responsabilité unique, des 1000 milliards et de l'endettement de la France, qui est responsable? On l'est tous collectivement. Le gouvernement du président de la République, bien évidemment, quel qu'il soit, mais aussi les parlementaires qui ont voté les budgets. Et tous les parlementaires qui parfois nous le reprochent aujourd'hui. Pourquoi? Pour une somme assez simple. D'abord, il y a eu évidemment le Covid et la guerre qui justifient à 2 tiers, dit la Cour des comptes, l'augmentation de cette dette. Et ensuite, nous n'avons pas su, collectivement, et ça c'est une erreur de notre part, freiner la dépense et diminuer la dépense. Ce que demandent les Français, c'est de diminuer la dépense publique. Nous ne savons pas, nous n'avons pas su le faire. Et ça, c'est une erreur et on doit demander pardon aux Français pour ne pas l'avoir fait. Gérald Darmanin, votre présence à vous, dans ce gouvernement qui crée la surprise, beaucoup quand les listes commençaient à circuler dimanche soir, certains disaient mais c'est pas possible. Sébastien Lecornu avait dit pas de présidentiable et vous y êtes. J'ai dit au Premier ministre que s'il s'agissait d'appliquer et de ne faire que ça, c'est-à-dire s'occuper de l'État, d'appliquer, je pense, une réforme très importante que je fais au ministère de la Justice sur les prisons de haute sécurité, sur la réforme pénale. On va revenir à ce détail-là. Mais... J'étais tout à fait d'accord pour continuer. Et vous êtes présidentiable. Et il m'a dit, le Premier ministre, que d'abord il faisait un gouvernement de 3 mois pour avoir un budget pour la France. Je pense qu'on est capable, pour 3 mois, pour 6 mois, je pense qu'on est capable de mettre ses ambitions personnelles de côté pour pouvoir servir son pays. Donc oui, je mets mes ambitions personnelles de côté pour servir mon pays. Donc vous restez présidentiable, mais dans 3 mois. Non, je n'ai plus de parti politique. Ouais. Je considère que le plus vraisemblable, c'est que nous ne soyons même pas au second tour de l'élection présidentielle. Il y a un risque énorme aujourd'hui, mais qui ne peut pas le voir. Il faudrait vraiment être aveugle que le président de la République ait comme successeur quelqu'un qui vient d'un 2 partis extrémistes. Si on continue tous comme ça, c'est pas compliqué, ce sera M. Mélenchon contre M. Bardella ou Mme Le Pen. Ça, ce sera notre responsabilité. Pourquoi? Parce qu'on n'aura fait que la bataille des égaux, parce qu'on ne se sera pas entendu entre nous, parce qu'on n'aura pas réfléchi à gérer l'État ici et maintenant, plutôt que de penser à l'Élysée dans 18 mois. Et peut-être que j'ai pu, moi aussi, pécher. Mais maxima mea culpa, je pense que c'est une erreur profonde. Occupons-nous du pays et de l'État. Il faudra bien un parti. Il faudra bien un candidat ou une candidate. Et avec 2 partis. C'était De Gaulle, même De Gaulle. Qui a un projet. Il critiquait les partis, mais il avait quand même un grand parti derrière. Permettez-moi de vous corriger. Il a mis en sommeil le RPF et c'est pas grâce au RPF qu'il est revenu au pouvoir. C'est sûr, mais enfin, il fallait une machine de parti. Historiquement, on ne va pas refaire. Mais il y a des gens qui ont aujourd'hui parti. Monsieur Édouard Philippe, par exemple, il a un parti. Et il est en dehors du jeu. Il n'y a pas des sondages faramineux. Oui, peut-être. Enfin, c'est le mieux placé d'entre nous. Ouais. Voilà, donc il faut arrêter de vouloir se pousser du col aussi. Pour l'instant, Édouard Philippe est le mieux placé d'entre nous. Mais une fois que j'ai dit ça, si nous ne corrigeons pas nos excès, si nous ne faisons pas preuve d'humilité, si nous ne disons pas que nous sommes trompés, ce qu'a fait le Premier ministre, c'est ce que je fais devant vous, avec humilité, je crois que nous courons le grand danger d'être éliminés totalement de la vie politique française et de laisser aux Français le choix entre l'extrême droite et l'extrême gauche. Est-ce que vous êtes encore macroniste ? Je suis fidèle au président de la République. Moi, je suis gaulliste. Je ne sais pas ce que ça veut dire autrement dans mon engagement politique. J'ai trouvé dans le président de la République quelqu'un qui savait, par son charme, mais aussi par son intelligence, faire travailler des gens très différents, comme De Gaulle, qui, je le rappelle, en 1958, avait des ministres socialistes et des ministres de droite dans son gouvernement. Il disait, c'est pas la droite la France, c'est pas la gauche la France, c'est les deux. C'est le mouvement et l'ordre. Voilà, moi, je crois beaucoup en ça. Je suis gaulliste et je suis fidèle au président de la République. Monsieur le ministre, on va revenir à la fin, si vous permettez, à quelques points politiques, mais votre présence ici, le choix que vous avez fait, et comme vous le soulignez, pendant plusieurs semaines, vous n'avez pas parlé. Vous reprenez la parole et ça a aussi du sens sur le contenu de ce que vous pouvez annoncer sur des sujets qui concernent au premier chef les Français en matière de sécurité publique. Je sais que vous avez reçu notamment la mère d'Elias. Ça a été un des événements qui ont le plus marqué les Français. Le soin, l'attention apportée aux victimes. C'est une demande très importante de la France. On a fait récemment l'émission Face aux Français, on va y revenir. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Qu'ils ont raison. Les victimes sont les grandes oubliées du
de l'action publique en général et du ministère de la Justice en particulier. Pour plein de raisons. D'abord des raisons de mauvaise organisation interne. Et j'ai dit au Premier ministre qu'il fallait changer ça. Et donc nous allons changer ça. Maintenant? Exactement. La semaine prochaine, puisque j'ai pris une circulaire et une instruction aujourd'hui, que j'ai envoyée aujourd'hui au chef de cour, et donc qui aura lieu dès lundi prochain, où par exemple je dis que toutes les victimes doivent être reçues à leur demande. Par exemple, toutes les victimes doivent être prévenues quand leur agresseur sort de prison, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et parfois peut créer des drames, mais aussi un sentiment très important d'être méprisé. Donc même une fois la peine purgée? Bien sûr. Il est normal, si vous êtes victime de viol, si votre fils, votre fille, votre maman a été connue une tentative d'homicide ou un homicide, que vous puissiez savoir que la personne va sortir de prison. C'est un très grand changement. Exactement. Beaucoup de victimes s'en plaignaient, que même des années plus tard, ils voulaient savoir le jour où s'ils risquaient de croiser dans la rue la personne qui les avait attaqués. Ils ont raison, et c'est ce que nous allons faire, que la victime, à l'audience, ne soit pas laissée de côté où elle pourrait croiser son agresseur. Qu'il faut quelqu'un l'accompagne. Pardon, mais qu'on comprenne bien, parce que c'est un mécanisme très important. Ça veut dire que la personne ayant purgé sa peine, quand elle sort de prison, un avis, une notification est envoyée à la victime de l'époque. Exactement. Et parce qu'en fait, on va faire quelque chose de très simple. On va changer totalement le paradigme du ministère de la Justice. Au lieu de mettre l'accusé au centre, nous allons mettre la victime au centre. Évidemment, l'accusé a des droits. Évidemment, il faut les respecter, évidemment, il peut faire des recours, mais la personne que la société doit protéger, c'est la victime. Et il y a des victimes particulièrement vulnérables, je pense notamment aux enfants, qui sont les très grands oubliés de la politique pénale, et parce qu'ils sont souvent les otages de la violence des femmes et des hommes, et d'un système qui est peut-être déshumanisé. Et donc nous allons mettre les victimes, singulièrement les enfants, mais les victimes au centre de toutes les politiques publiques du ministère de la Justice. Quelles mesures allez-vous prendre, notamment pour la défense des policiers? Il y a eu beaucoup d'événements extrêmement graves, dont un à Tourcoing, chez vous, avec des policiers attaqués parfois en dehors même de leur service. Et on découvrait, à LCI, ça m'a beaucoup frappé, que c'est possible en France en 2025 qu'on puisse attaquer physiquement un policier et ne pas faire du tout de prison. Est-ce que ça changera? Exactement. Donc dans le projet de loi que je porte et que le Premier ministre soutient, puisqu'on a eu cet échange, il y aura une peine minimum, c'est-à-dire qu'il y aura un tarif minimum, pour parler très populaire, d'1 an de prison ferme pour tous ceux qui ont agressé physiquement un policier, un gendarme, un élu local, un médecin, un magistrat, quelqu'un qui représente l'autorité de l'État. Donc 1 an de prison ferme, donc c'est-à-dire que le juge il va individualiser la peine. Le choix entre un maximal et un minimal. Le minimal, ce ne sera pas 0. Aujourd'hui, le minimal, c'est 0. Demain, le minimal, ce sera sans récidive. Au premier fait, 1 an de prison ferme. Et comme je supprime, vous l'avez compris, des ajournements de peine, ceux qui seront condamnés à 1 an de prison ferme feront 1 an de prison ferme. Et ce texte-là, s'il est voté, c'est pour quand? Je souhaite le plus rapidement possible, je suis prêt. Donc on peut penser qu'au début de l'année prochaine, après le vote du Sénat et de l'Assemblée nationale, il soit dans le quotidien des Français. Si on vous entend, c'est une autre époque, notamment aussi en matière de suppression du sursis. Alors on va dire un sursis sinon rien, comme disait la publicité. C'est-à-dire qu'on peut comprendre quelqu'un un avertissement, mais on ne va pas avoir plusieurs avertissements, vous voyez? C'est-à-dire? J'étais arbitre de football, et quand on est arbitre de football, on donne un carton jaune. Et puis après, au bout du deuxième carton jaune, c'est le rouge. Là, on a tendance à donner plusieurs cartons jaunes d'affilée, ce qui fait que l'avertissement, quand vous dit Pierre et Leloup, attention, 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 à la fin, vous n'y croyez même plus. Qu'est-ce qui changera exactement? Les gens auront un seul sursis, et puis s'ils en ont un deuxième, c'est directement à la case prison. Ou c'est directement l'application de la peine de sursis. Par exemple, travail d'intérêt général, par exemple, bracelet électronique, par exemple, inéligibilité, par exemple, amende qui s'appliquera. Et là encore, vous visez quelle application? Vous savez que les détracteurs de ce genre disent souvent il y a des effets d'annonce, puis après, ça se perd un petit peu dans les sables. Ça, ce serait applicable quand? C'est pareil. La loi peut être votée en octobre, novembre, décembre, selon le calendrier de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et début d'année prochaine, la loi qu'on a appelée sûre, au sens de la certitude de la sanction, sera au rendez-vous. Moi, je voudrais convaincre les Français que le sujet n'est pas le fait que les magistrats sont laxistes. La loi est parfois laxiste. C'est pas la dureté de la peine au sens, la grosseur de la peine qui compte. Ce qui compte, c'est sa certitude. Beccaria disait que ce qui compte, c'est la certitude de la peine. Aujourd'hui, les peines sont prononcées, ont augmenté. On est passé de 94 000 années de prison en 2018, prononcées, à 122 000. Mais en revanche, une peine sur 2 de prison n'est pas appliquée. Encore faut-il des places de prison. Mais nous allons les construire. D'abord, il n'y a pas que la prison dans la vie, il y a l'incarcération à domicile, comme font les Espagnols par exemple. Il y a le travail d'intérêt général, qui a beaucoup diminué dans notre pays. Il y a les amendes. En Allemagne, on va prendre ce système. Quand vous êtes condamné à des jours amendes, vous devez rembourser tous les jours, par exemple, pendant 6 jours, 500 €, parce que vous avez fait quelque chose de pas bien. Si vous ne payez pas, c'est la prison.
Donc ils ont inversé les choses. Ceux qui ne payent pas l'amende vont en prison. Ça peut être un système qui permet d'avoir la sanction. Tout le monde ne mérite pas d'aller en prison, mais au moins que l'amende, elle est payée concrètement. Vous aviez annoncé ici même la création de prisons de haute sécurité. C'est fait. C'est fait, c'est une prison pour l'instant, n'est-ce pas? 2. Une à Vendin-le-Vieil et une à Condé-sur-Sarthe. Quelle est la suite? Eh bien, 4 nouvelles prisons au premier semestre 2026. Hier, je suis allé à Réau, en Seine-et-Marne. Ce sera aussi à Valence, ce sera aussi à Aix-en-Provence et à Saint-Laurent-du-Maroni pour la Guyane. C'est un succès incroyable pour l'administration pénitentiaire que je remercie. On a réussi en quelques mois, alors que tout le monde dit que la politique c'est très compliqué, qu'on n'y arrive pas et que par ailleurs il y a toujours plein de trucs qui nous empêchent. Ça, c'est des fadaises. L'État de droit m'a aidé à faire ces prisons de haute sécurité. Le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, le Parlement, une loi votée par le RN jusqu'au Parti socialiste, il y a quelques semaines de ça, a réussi à faire des prisons de haute sécurité uniques en Europe qui mettent totalement à l'isolement les gens les plus dangereux. Et je crois que les Français voient que quand on veut, on peut. Est-ce que vous croyez que vous pourrez convaincre l'électorat? Une grande partie de l'électorat considère, si le scénario que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que soit le RN, soit LFI sera en position pour 2027, du côté du RN, beaucoup disent pour la sécurité, ils ont un argument que vous n'avez pas. Est-ce que vous pouvez leur enlever cet argument-là? Oui, je pense qu'on y arrive comme un maire y arrive. C'est-à-dire que quand je me suis présenté aux élections municipales, le RN était très très haut dans ma commune. Et quand je me suis représenté, le RN était très très bas. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu qu'il y avait un avant et un après quand on a de la volonté, qu'on met des caméras, qu'on met plus de policiers municipaux, qu'on est sévère, que la sanction fait partie de l'éducation. Moi, je voudrais convaincre ici au ministère de la Justice que la sanction n'est pas à décorréler de l'éducation. La sanction fait partie de l'éducation, et notamment pour les plus jeunes, pour les mineurs. Quand les mineurs déconnent, bien sûr qu'on ne peut pas tous les envoyer en prison et qu'il ne faut pas tous les envoyer en prison, mais il faut de la sanction. Beaucoup de magistrats, vous le savez, le pensent, ils le disent parfois avec une grande sincérité, ils disent que la prison n'est pas une bonne solution, que la prison n'arrange rien. Mais la prison n'est pas toujours une bonne solution. L'état de nos prisons est en grande partie déplorable, et il faut bien sûr le dire. D'abord déplorable pour les agents pénitentiaires eux-mêmes, qui subissent des conditions de travail extrêmement difficiles. Moi, je leur tire mon chapeau. C'est un métier très très dur, pas très bien payé, et ce sont de vrais héros de la République. Mais la prison est aussi nécessaire, parce qu'on doit comprendre ici que quand on prend une peine, on la prend pour la société aussi. Ce qui est très important, c'est de comprendre que quand on rend une peine, on l'a fait parce que le fait qui a été commis n'est pas que contre monsieur X ou madame Y, mais contre la société. Quand on attaque un policier, c'est pas que contre le policier. On a attaqué la République. Dans un autre domaine, là aussi, où si vous voulez, disons, enlever la couverture sous les pieds du RN, c'est l'immigration. Eux arrivent avec, ils vont en reparler là maintenant, dans les temps qui viennent, avec une idée précise qui est le référendum sur l'immigration. Faire voter un texte, soumettre aux Françaises et aux Français un texte sur l'immigration. On a l'impression que, y compris dans votre camp, on a beaucoup vagué sur le sujet. Oui, peut-être, c'est pas possible, c'est possible. Quel est votre avis à la fin? Oui, moi je pense que le peuple français peut s'exprimer sur l'immigration par référendum. Il faudrait changer l'article 11 de la Constitution au préalable. Il ne faut pas mentir aux Français, ça ne peut pas se faire demain. Il faut d'abord changer la Constitution pour permettre cette consultation. Vous le souhaitez? Oui, mais moi je trouve ça très normal que les Français s'expriment sur un sujet aussi important que l'immigration, et on verra que les Français sont plus raisonnables sans doute que le Rassemblement national. Vous êtes prêt à mener cette bataille? Moi ça me frappait. Rappelez-vous Mitterrand, il avait pris, c'était Jean Maastricht, un certain courage en disant l'opinion est peut-être contre moi, mais je vais me battre. Ça dépend ce qu'on dit sur l'immigration. Si on veut dire que tous ceux qui déconnent doivent quitter le territoire national, bien sûr, 1000 fois oui. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs, y compris dans les prisons françaises. Aujourd'hui, nous avons créé une mission particulière qui fait expulser les étrangers délinquants. Plus de 67% d'expulsion d'étrangers de nos prisons depuis 6 mois. Mais ceux qui travaillent, ceux qui ramassent les fruits et légumes dans le Vaucluse, ceux qui construisent, il suffit d'aller dans un chantier pour voir que ceux qui sont là en train de construire, c'est plutôt des gens qui viennent d'ici l'immigration. Ceux qui conduisent des taxis ou des Uber, ceux qui font manger dans les restaurants, ceux qui font le ménage avant que les gens arrivent dans un ministère comme celui-ci. Quand on leur parle, quand on veut bien les voir, ce sont des étrangers. Pour une partie d'entre eux, il faut les respecter, ils travaillent, il faut les accueillir. Donc le discours qui consiste à juger les étrangers pour ce qu'ils sont est un discours raciste. Le discours qui consiste à juger les étrangers pour ce qu'ils font, s'ils se comportent bien, ils sont accueillis, comme l'ont été mes grands-parents. Ceux qui se comportent mal doivent être expulsés. Je pense qu'il y a une immense majorité de Français pour soutenir ce propos républicain. Gérald Darmanin, vous venez de dresser une forme de programme à la justice. Donc c'est un programme qui, selon vos souhaits, va s'étendre sur quelques mois. Mais tout ce à quoi on assiste est par définition un peu provisoire. Un jour, il faudra reconstruire. Votre camp, le camp, je ne sais plus comment l'appeler, il a eu plusieurs noms, Renaissance, etc. Il quittait Renaissance maintenant. Il est en ruine. Le centre gouvernemental du pays est en ruine.
Comment vous reconstruisez ça? Bon, d'abord, les gouvernements provisoires, ils font beaucoup de choses. Le général de Gaulle, il a fait la sécurité sociale avec un gouvernement provisoire. Ouais. Bon, Il faut durer un petit peu quand même. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que tant qu'on est au pouvoir, il faut l'utiliser. Le pouvoir dessus, c'est que quand on s'en sert pas, quand on est ministre, on doit faire des choses concrètes. Vos détracteurs disent, voilà, c'est un petit côté, encore un instant, monsieur le bourreau, vous essayez de tirer sur le temps. Vous accrochez. Mais le Parlement va décider s'il ne renverse pas le gouvernement. Sûr. Voilà. Donc laissons les autres faire. On a fait notre pouvoir. Il faut être stoïcien dans la vie politique. On fait ce qu'on peut faire et puis on laisse les autres faire et ils prendront leurs responsabilités. La suite, pardon. Et par ailleurs, si le gouvernement est censuré, il n'y a pas d'autre choix que la dissolution. Ouais. On ne va pas continuer effectivement à ne pas tirer les conclusions de crise politique successive. Mais je voudrais juste vous dire un point. Là-dessus, pardon, quand vous répondez aussi peut-être à l'objection de beaucoup, on l'entend beaucoup sur nos plateaux, qui est simplement, est-ce que vous avez peur? Est-ce que la solution la plus simple, dans un tel désordre, c'est d'aller aux Françaises et aux Français et de dire, allez-y, tranchez? Moi, je n'ai jamais eu peur des élections et les Français ont toujours raison quand ils votent. Voilà, donc j'ai aucun problème avec ça. Si le président de la République l'avait décidé la semaine dernière, j'aurais considéré que c'est une décision normale et compréhensible. Et s'il le fait la semaine prochaine, je considérais qu'on peut toujours consulter les Français. Cependant, juste sur un point... Pardon, vous avez dit une chose que j'aimerais juste vous faire préciser, parce que vous dites, si le gouvernement censuré, c'est la dissolution, ça veut dire qu'il n'y a plus de plan, on ne peut pas dire B, parce qu'il y a eu ABCD, mais enfin, il n'y a plus de plan. Après, c'est fini. On ne va pas encore trouver du chapeau, un gouvernement d'union, je ne sais quoi. Je ne suis pas le président de la République, il fera ses choix, mais je ne vois pas comment la motion de censure ne soit pas, comme il l'a dit lui-même, une motion de dissolution. Mais vous m'avez posé une question, ou en tout cas vous avez fait un constat que je partage. Vous dites que votre camp est en ruine. Ah oui, vous avez raison. Alors, le ruine est peut-être un mot excessif. Bon, en tout cas, très abîmé. Ouais. Pourquoi? Attendez, vous avez balancé des vacheries il y a quelques minutes sur Gabriel Attal. Non, au contraire. Non, je vous dis justement qu'il fallait arrêter les jeux politiciens. Ouais. Et qu'il fallait essayer, aujourd'hui, maintenant, de construire. Édouard Philippe qui demande la démission du président de la République. Je crois que c'est sans précédent dans l'histoire de la Ve République qu'un ancien Premier ministre aille jusqu'à demander la démission. Il a appelé ça pudiquement présidentielle anticipée. C'est la démission. Ça aussi, comment vous avez réagi à ça? D'abord, comment vous avez réagi à ça? Mes propos avec Édouard Philippe, je les garde à Édouard Philippe, c'est mon ami et je ne dirai pas de mal de lui en public. Je vois la différence là. Parce qu'en fait, parce que d'abord l'amitié ça compte. Vous avez le droit. Voilà, évidemment. Et moi j'ai la fidélité, l'amitié, l'honneur, ça a du sens. Sinon on est personne. Sinon on fait que de la politique et on est quelqu'un d'éthéré. Voilà, certains pensaient même à un ticket. Certains pensaient même à un ticket Darmanin-Philippe. J'ai des sentiments. Et je veux vous dire que j'ai fait un choix qui consiste à aider le président de la République. Donc je pense que mon choix se suffit à lui-même. Mais pardon. Attendez, quand même, vous êtes obligé de répondre. On ne peut pas. Un Premier ministre, un ancien Premier ministre, qui demande la démission de celui qui l'a nommé président, c'est quelque chose. Je veux dire que je ne critiquerai pas Édouard Philippe. Je ne peux pas vous le dire mieux. Vous trouvez que c'est bien? Et je peux vous dire que c'est juste. J'ai fait un choix différent, qui est d'aider le président de la République. Ce que je vous ai dit et que je vous ai redit, c'est que si nous continuons tous comme ça, c'est pour ça que j'ai quitté des partis politiques. C'est pour ça que j'ai un discours de franchise avec vous, je crois que vous le voyez. C'est que si nous continuons tous comme ça, nous ne serons même pas au second tour de l'élection présidentielle. C'est-à-dire que nous allons disparaître de la vie politique française. Alors vous l'appelez le bloc central. Quand vous dites nous, oui, c'est le bloc central, c'est quoi? C'est Renaissance, Modem, enfin c'est tout ce qui a été la base. Ça de côté, je dirais que c'est tous ceux qui n'aiment pas les extrêmes, tous ceux qui... Le centre droit, moi j'appartiens à une droite sociale, comme le Premier ministre, je pense que ça disparaîtra. Ça disparaîtra. Pourquoi? Parce que... Attendez, vous parlez comme si les LR n'existaient pas. Il y a quand même encore un parti dans l'histoire qui s'appelle les LR. Mais bien sûr, on peut travailler avec un certain nombre de petits partis, mais les partis en tant que tels... Comme vous avez dit, petits partis, oui, mais parce que nous faisons tous entre 3% et 16% élection présidentielle. C'est une faute terrible, c'est quand même votre ancienne famille, vous les appelez petit parti. Et nous sommes aussi un petit parti. Enfin, nous étions un petit parti. Nous sommes tous des petits partis aujourd'hui. Aucun Français ne pense sérieusement, je crois, aucun commentateur, que nous allons pouvoir être majoritaires demain s'il y a des élections. Il faut qu'on se dise la sincérité. Est-ce que ça veut dire qu'une union est possible? Puisqu'on comprend bien, c'est tellement émietté, il faut quand même recréer quelque chose. Avec qui? Alors, je veux dire, parce que nous faisons de la chirurgie de guerre en ce moment. Et je le dis sans rire. D'abord, il faut s'occuper des organes vitaux. Les organes vitaux, c'est l'État. Et le fonctionnement de l'État. Nous avons d'abord une première responsabilité, avant de penser à notre parti ou une élection, c'est comment on fait fonctionner l'État. La sécurité, la vie économique, comment on donne la parole à la France au moment où nous sommes attaqués de toutes parts. Et autour de nous, c'est peut-être que personne ne le voit, mais le monde bouge énormément. La Chine bouge, l'Amérique bouge, le Moyen-Orient bouge, nos voisins allemands bougent. On ne peut pas faire... Les Européens travaillent plus longtemps, c'est bloqué en France. On ne peut pas faire comme si nous, on pouvait continuer à être comme ça dans le misérabilisme. Donc d'abord, nous devons assumer nos fonctions de femmes et d'hommes d'État, avant d'être des femmes et des hommes politiques. Ça c'est maintenant, mais 2027. Mais c'est très important, parce qu'il faut réussir ça. Parce que si c'est un crash
en direct, parce qu'il n'y a pas de budget, parce qu'il n'y a pas de gouvernement, parce que ça devient n'importe quoi comme ça l'est depuis 5 semaines, nous sommes assurés non seulement d'avoir été battus, mais d'avoir été déshonorants. Le risque de la crise générale, ce que vous êtes en train de décrire, qui est d'une extrême gravité, effectivement, on parle d'un pilier de l'Europe, on parle de la 7e puissance du monde. Hein. Une puissance existe nucléaire. selon vous? Une puissance nucléaire, bien sûr, il y a un risque très important que la France se disqualifie si elle est dans l'instabilité et si elle perd sa croissance, si elle perd ses investisseurs, si elle perd la confiance des acteurs économiques et si elle perd la confiance de ses citoyens dans la démocratie représentative. C'est une blessure d'honneur. Vous-même, les Italiens, vous savez, vous-même quelques polémiques avec les Italiens, avec Mme Meloni, je crois que vous êtes un peu réconciliés depuis lors. Hein. Quand on voit que Mme Meloni, que l'économie italienne est en train, de sa trajectoire s'améliore pendant que celle de la France va dans l'autre sens, c'est une blessure pour vous? Mais bien sûr, c'est une blessure de voir que mon pays ne va pas bien. Et d'ailleurs, on ne retire pas, ça fait 20 ans que je suis militant ou élu dans un parti politique, on ne quitte pas des partis politiques comme ça impunément. Alors j'essaie de passer d'homme politique à homme qui s'intéresse à la vie de l'intérêt général de son État. Quand on est ministre de la République, en plus à la justice, on ne peut pas se comporter comme si on était un élu d'opposition. Voilà, moi je ne me comporte pas comme ça. Après 9 ans au gouvernement, après avoir été à Bercy à l'intérieur, on a fait Naples à la source, on a fait les Jeux Olympiques, j'ai porté des politiques, j'ai été à la tête de femmes et d'hommes extrêmement intelligents, extrêmement courageux, je ne peux pas me comporter comme un petit politicien. Mais vous avez raison, j'ai une blessure dans mon âme de national, dans mon âme de citoyen, de voir que la France a moins de force, est moins regardée, et moins respectée par nos voisins, par les observateurs. Monsieur le ministre, un mot personnel. C'est Thatcher qui disait en politique, il y a la viande et il y a les légumes. En France, la viande, c'est les présidentiables, les légumes, c'est le reste. C'est très bien. Si on n'est pas présidentiable, on est tout de suite dans la catégorie d'en dessous. Vous avez dit clairement, pendant quelques mois, vous mettez entre parenthèses, mais est-ce que vous restez candidat à la présidence de la République? Non, moi je n'ai jamais dit que j'étais candidat à la présidence de la République. J'ai toujours dit que j'essaierais de m'intéresser à influencer le cours des choses pour que nous ne soyons pas éliminés de la vie politique. Je pense qu'il nous faut demain, pas tout de suite, parce qu'aujourd'hui c'est l'État, il faudra demain qu'on ait un seul candidat. Et moi j'invite toutes et tous à mettre de côté leurs égos personnels. Un seul candidat quoi? Du centre? Un seul candidat qui a un projet. Ce qui compte, c'est pas une famille politique, ce qui compte, c'est le projet. Voilà. Ah. Et aujourd'hui, nous ne l'avons pas, ni ce projet. Ça paraît très compliqué. C'est quoi? C'est une sorte de primaire, de grande primaire, c'est quoi? On verra bien. Moi, encore une fois, je vous ai dit que je ne souhaitais pas faire de politique politicienne, mais je pense que c'est très important d'abord d'être à la hauteur de ce qu'attendent les Français aujourd'hui et maintenant, pas dans 18 mois, et demain que nous ayons un seul candidat. Un dernier point, sur le plan, au fond, un peu manœuvrier. Je crois que derrière vous, vous avez la presse de la 4e République. Hein. C'est l'époque où les gouvernements... Elle ne fonctionne plus. Elle ne fonctionne plus. La 5e fonctionne encore. Ouais, il faut espérer que ce soit plutôt celle-là qui fonctionne que celle-ci, hein, si j'ose dire. Évidemment, beaucoup prêtent. Alors, c'est à la fois de la manœuvre et on peut considérer que c'est noble, chacun jugera. Mais l'idée que si ce gouvernement tient jusqu'en janvier, disons, après la dissolution deviendra de moins en moins confortable et donc on pourra tirer comme ça. Et au fond, Emmanuel Macron et vous, et Sébastien Lecornu, auront gagné le pari. C'est-à-dire jusqu'en mai 2027, ce gouvernement peut tenir. Ce scénario, est-ce qu'il existe? Je ne pense pas qu'il faut raisonner gagner à Paris. Il n'y a pas de pari. On est tous très inquiets. Le pouvoir, c'est le pouvoir pour tout le monde. Non, mais moi, je suis très... Non, mais le pouvoir, au bout de 9 ans de gouvernement, vous savez, j'aurais envie de passer peut-être un peu plus de temps avec les enfants. Vous savez comme moi. Non, c'est pas vrai. Vous avez tort de penser ça. D'abord, on n'a pas, si je peux me permettre, la même génération, et peut-être que ma génération a d'autres visions de ce qu'est la vie professionnelle. Vieux par-dessus le marché. Je respecte les aînés à qui nous devons tant, mais ce que je veux dire, c'est que ma génération, je pense, a une vision un peu différente de la vie professionnelle que peut-être des gens plus âgés, me semble-t-il. Et deuxièmement, je vais vous dire, c'est pas facile, et surtout, on se demande toujours si on est à la hauteur d'avoir des fonctions. Et je pense pas qu'il s'agisse de pari. Quand on en est à parler de la démission du président de la République, moi qui suis gaulliste, quand on en est à penser que nous pouvions être attaqués sur les marchés financiers, quand on est à penser que la France puisse ne pas avoir de budget et qu'on puisse être un acteur de ce désastre, vous avez raison, c'est une blessure. Et donc il faut être à la hauteur, il faut voir ce qu'on a mal fait. On a sans doute mal fait des choses, et j'ai sans doute mal fait des choses. Il faut en tirer des conséquences. Vous connaissez cette phrase d'Einstein. La folie, c'est de faire plusieurs fois les mêmes choses en pensant que ça change. Là, quand on fait plusieurs fois les mêmes choses, c'est-à-dire n'importe quoi, il y a beaucoup de chances pour que ça donne n'importe quoi. Monsieur le ministre, merci de cet entretien, ici, dans vos locaux, Place Vendôme, au ministère de la Justice. Des Français. Merci à vous. Merci à vous.